suspendu à la parole d'Agnès, c'est pas une leçon, c'est vraiment un manifeste. Et c'est une philosophie de la vie aussi. C'est-à-dire, c'est vraiment un univers, Agnès. C'est pas, on ne peut pas la cantonner dans une leçon de cinéma, vraiment. Écoutez, oui, c'est sûr que moi, en tous les cas, je retrouve bien ce qu'elle est. Parce que justement, elle avait justement cette... je trouve qu'elle avait quand même, quand on l'écoute, on est frappé, moi je trouve, par une espèce de... je sais pas, de liberté, vraiment, de profonde liberté, que ce soit par rapport à la société, par rapport à son métier, par rapport aux gens, les professionnels de la profession, comme dit Godard. Je trouve qu'elle a quand même une liberté toujours si joyeuse, quoi, si pas prétentieuse, et de jamais juger, d'être toujours curieuse, justement, des autres. Moi, franchement, vous voyez, là, c'était quoi, 98 ? 98, oui. Oui, 98. Ah, franchement, en 2019, elle aurait pu dire la même chose. Je veux dire, elle avait toujours cet esprit si pointu, j'aime bien le mot américain, si sharp. Elle était toujours juste sur ce qu'elle disait, elle était toujours... non, elle balançait ça. Bon, des fois, elle était un peu moins conciliante. Elle avait raison. Et souvent, elle avait raison, par exemple, avec les journalistes. Elle ne supportait plus de donner des interviews avec des journalistes qui n'avaient pas vu ses films vraiment, quoi. Ou qu'on avait vu un, ou qui avait... Voilà. Justifié. Oui, elle avait raison, mais c'était toujours tellement drôle comment elle balançait ça. Je me disais, bon, maintenant, elle a le droit de dire comme ça. Écoutez, franchement, moi, je me disais, je suis sa propre fille, j'ai travaillé avec elle plus de 15 ans. Franchement, je l'écoute et je me dis, waouh, ouais, c'est bien, quoi. Elle est tellement juste. Je pense que son rapport au documentaire, là, on est en train de lire beaucoup de ses écrits parce qu'on prépare une exposition pour la Cinémathèque française en 2023. Et là, j'ai retrouvé une citation justement où elle parlait du documentaire et où elle disait qu'elle ne pensait pas qu'on pouvait réaliser un documentaire si on n'aimait pas les autres. Et si on n'aimait pas et qu'on ne respectait pas qui on filmait. Et au fond, je me suis rendu compte que, bon, à partir du moment où elle a découvert les caméras numériques fin 99, en gros, on a acheté sa première caméra numérique à l'aéroport de Tokyo, où on revenait, parce que là, elle avait présenté des films, mon frère avait présenté aussi des films, et moi, j'avais exposé des costumes d'opéra, bon, bref, on était partis tous les trois. Et au fond, quand elle a découvert le numérique, elle n'a plus jamais fait de fiction. Enfin, pas un court-métrage de Lyon volatile en 2003, mais bon, en gros. Et cette liberté... Elle avait la prémonition de ce qu'elle allait faire. Oui, et alors là, en écoutant quand même ce qu'elle disait en 98, ce qui est incroyable, c'est qu'elle dit, alors que là, c'est vraiment le début du numérique, et qu'en 98, elle n'avait pas de caméra numérique, donc elle avait testé chez les autres, etc., mais elle n'en avait pas elle. Et au fond, elle annonce sans savoir comment elle allait tourner pendant 20 ans. 20 ans. C'est fou, quoi. C'est-à-dire qu'elle avait justement une grande qualité qu'on découvre maintenant un peu, c'est que c'était une très grande technicienne. Alors, sûrement parce qu'elle avait été photographe, donc les focales, les cadres, la lumière, bon, elle était toujours juste, elle savait exactement où la lumière fallait la mettre et la caméra, etc. Et avec le numérique, qui n'est pas tout à fait la même chose que, évidemment, avec les caméras 16 ou 35, la liberté qu'elle a eue avec ces petites caméras, comme elle disait, d'aller plus près des gens, de ne pas avoir une fameuse équipe qui fait du bruit, qui est impressionnante, etc. Moi, j'ai été avec elle quand elle a tourné Les Glaneurs, mais même quand on a tourné un documentaire pour Arte qui avait été inspiré par une de ses installations, Les Veuves de Noirmoutier. On allait chez des femmes qui étaient des veuves dans leur maison. Ben, on était deux quand même. Moi, je ne suis pas technicienne.
Donc elle me dit, bon, toi tu fais le son, toi tu fais ci, toi tu fais ça, tu t'habilles, il n'y a pas de couleur, tu es discrète, tu dis rien, tu dois être comme un passe-muraille. Mais en fait, elle avait raison, parce qu'elle arrivait du coup avec cette proximité chez les gens, des inconnus. Et vous voyez ce qu'elle a raconté sur cette ouvrière à Troyes. J'avais oublié honnêtement. Et ben, vous savez quoi? Je m'en rappelle très très bien quand elle est revenue et qu'elle nous a raconté ça. Je me rappelle très bien comme elle avait été impressionnée de cette rencontre et de cette vie, de cette violence, de cette pauvreté, de tout. Et quand elle raconte que l'odeur, ma mère avait un nez très fin, avec les odeurs, elle sentait tout. Mais maintenant, je vais chercher dans nos archives parce que je crois qu'elle avait écrit un début de projet par rapport à ça. Voilà, donc on va chercher. Petit stagiaire, demain, il y a une mission. C'est assez formidable parce que oui, on a envie de faire de chaque moment de témoignage d'Agnès, ou de sa philosophie de la vie et du cinéma, on a envie de faire des vignettes moi, je très concentrées sur chaque propos, en fait. Je me pose surtout souvent la question maintenant que je voyage beaucoup pour présenter ces films. Alors, je n'aime pas du tout faire des débats après, parce que c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, moi, je ne suis pas elle, hein, donc je ne peux pas répondre à sa place. Donc, moi, je peux vous raconter des anecdotes, je peux vous raconter des choses, comment ont été faits les films, comment ça s'est passé, mais moi, un Q&A sur la mise en scène d'Agnès, c'est pas mon rôle. Et bon, c'est demander à des critiques, à des chercheurs, à des professeurs qui vont vous expliquer qui vont disséquer le plan. Moi, c'est pas mon boulot aujourd'hui. Hein. Mon boulot, c'est pas ça. Mais quand je l'entends comme ça, je me pose vraiment la question pour des étudiants qui font des écoles de cinéma, qu'est-ce que ça leur apporte, quoi, en fait? Est-ce que ça leur amène vraiment une idée que cette forme de liberté qu'elle a toujours eue toute sa vie, qu'elle a payé cher hein, aussi, hein, parce que cette forme de liberté, ça a été aussi de se produire elle-même, de chercher l'argent elle-même, et quand elle raconte que sur certains de ses films, elle a arrêté le tournage pour appeler la banque, c'est vrai. Et si elle s'est produite des fois elle-même, c'est parce que les producteurs... elle faisait un peu peur, parce que sa liberté lui faisait un peu peur. Mais très étonnamment, vous savez, elle a été produite quand même par une femme, productrice, Mac Bodard, qui était une femme extraordinaire, que moi j'ai très bien connue, qui avait été mariée avec Lucien Bonnard, bon pour les jeunes ça ne leur dit rien, mais qui avait été un grand journaliste, où elle avait vécu en Indochine, et quand elle est revenue en France, elle n'avait pas de métier, elle venait d'une famille assez bourgeoise, et elle a décidé de devenir productrice de cinéma. C'est pareil, dingue quoi. Et elle avait comme amant, ça c'est rigolo aussi, Pierre Lazareff, qui était quand même patron d'un grand groupe de presse. Ça serait comme l'équivalent aujourd'hui si elle était la maîtresse de Vincent Bolloré, vous voyez. Bon. Et, en mieux. Oui, en mieux, parce que... Non, mais au niveau du pouvoir, bon, Lazareff était un type extraordinaire, hein, qui avait créé un magazine télévisé 5 colonnes à la Lune, hein, qui était quand même très bien. Bon, mais ce que je voulais dire, c'était par rapport au pouvoir, quoi, en fait. Bon, il était patron de François et tout. Et il avait dit à Marguerite Bonnard, qu'on appelait Mac Bonnard, il avait dit, bon, bah, de toute façon, si tu produis, moi, je t'aiderai avec la promo. Un truc dément, quoi. Bon. Et bon, elle a quand même produit Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort. Elle a produit Le Bonheur, d'Agnès. C'est quand même bon. Extraordinaire. Et sur Le Bonheur, qui est un film que je conseille de voir aux jeunes étudiants qui sont là. Magnifique. Magnifique film. Magnifique, vraiment. Et qui est pour moi une réponse au film Les Parapluies de Cherbourg. Jacques était inspiré par Matisse et Van Dongen, et Agnès a fait un film pour lui répondre. Elle était inspirée par les impressionnistes. Moi, j'ai toujours pensé que ces deux films-là, c'était deux films qui se répondaient, de deux metteurs en scène qui se répondaient par un geste de cinéma. Là, tu nous livres un secret, parce que moi, je n'aurais pas imaginé. Oui, mais je trouve que c'est très intéressant. Il y avait cette réponse, et on aurait envie de les voir ensemble. Les deux oui, films. mais justement, on travaille
c'est justement, c'est ça aussi de travailler sur des archives, et on se rend compte, pour moi, c'est vraiment deux films qui se répondent complètement, de la même époque, avec le même travail sur la couleur, mais différemment, et finalement, ils racontent deux histoires qui sont très intéressantes, parce qu'Agnès raconte une histoire, entre guillemets, on pourrait dire politiquement incorrecte, mais qu'elle raconte justement sans jugement, et où elle laisse justement le spectateur... Le chant de pommier, ça reste un grand moment dans le film. Non seulement ça, mais c'est surtout qu'elle a reçu des lettres de beaucoup d'hommes qui ont dit merci beaucoup, grâce à votre film, j'ai pu expliquer à ma femme que j'avais une maîtresse, et que voilà. Donc ça c'est plutôt rigolo, mais sur la partie plus sérieuse, je trouve que justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte comment tout ce qu'elle raconte sur comment elle a aimé la peinture, comment l'inspiration lui est venue aussi par les anonymes, comment le hasard était son meilleur premier assistant, comment elle a été capable d'utiliser le présent, ce qu'il y avait là, ce qui se passait là dans ses films. Ça, c'est une forme de liberté dans son écriture cinématographique que je conseille quand même beaucoup aux jeunes de regarder ça, parce que aujourd'hui, je trouve, moi-même qui suis abonnée à Netflix, à Amazon, à tout ça, on a du contenu à plus quoi en faire, et le nombre de fois où même moi je me suis dit, je suis sur Netflix, ça fait 3 quarts d'heure, je cherche quelque chose et je trouve rien, mais parce qu'on est, voilà, mais cette liberté d'avoir tellement de liberté avec le cinéma et avec ce qu'elle en a voulu en faire toute sa vie, et comment à chaque fois elle s'est remise en question sur le mode de narration, sur comment raconter une histoire et pourquoi donner de l'émotion aux autres, ça, moi je trouve qu'aujourd'hui, elle laisse une œuvre vraiment très riche, très différente, où on peut vraiment avoir de l'émotion. Et je trouve que, je sais pas, l'autre jour j'étais à Singapour, pour vous dire, en plein confinement, c'était quand même un peu compliqué, et j'ai passé une semaine à présenter quasiment tous les films d'Agnès, dans des salles avec des normes sanitaires pleines. Et les conversations que j'ai eues avec des étudiants, des cinéphiles, ça, pour eux, Agnès représente la liberté. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est être libre et être cinéaste? Et quand on s'est retrouvés et qu'Agnès a eu un Oscar d'honneur en 2017 à Los Angeles, vous savez, l'Académie des Oscars donne des prix d'honneur tous les ans. Elle l'a eu en 2017. Donc elle l'a eu à 2017, elle est née en 28, elle avait donc 89 ans. D'accord ? 89 ans. C'était la première fois qu'une femme metteur en scène avait un Oscar d'honneur, vous imaginez ? Et cette soirée, je vous raconte ça parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Cette soirée, ils donnent 3 prix. Et ces 3 prix sont donnés par les membres de l'Académie. Et chaque catégorie soumet au vote une personne à qui on va remettre le prix. Et donc sa branche doit voter pour, et puis après les responsables des branches doivent voter pour. Donc c'est totalement démocratique. Et ça faisait 2 ans que Laura Dern, que vous devez connaître, qui est actrice, avait proposé le nom d'Agnès Varda. Et ça faisait 2 ans qu'elle se faisait rétamer. Au dernier moment, elle n'avait pas assez de voix. Et la 3e année, Laura Dern l'a représentée et ça a marché. Et Agnès m'appelle, j'étais au festival de Telluride, je présentais le visage et l'âge, et elle me dit, écoute ma chérie, j'ai un type qui m'a appelé, je ne sais pas ce qu'il m'a dit, j'ai rien compris, pourtant elle parlait bien anglais, il parlait trop vite, j'étais fatiguée, je sais pas quoi. Elle me dit, c'est un numéro américain, rappelle-le. Ok, vous savez, aux ordres. Hein. Je rappelle et je dis, écoutez, vous venez d'appeler ma mère, je ne sais pas qui vous êtes. Bonjour, je suis président de l'Académie des Oscars. Non. Ah oui, d'accord. Voilà, nous avons voté et nous allons remettre à votre mère un Oscar d'honneur en telle date à Los Angeles. Évidemment, il faut qu'elle vienne. Il n'y a pas d'argent à la clé, hein, c'est juste...
on prend en charge son voyage, machin, etc. Donc, mais simplement, c'est cette date-là, et il ne faut pas qu'elle soit pas libre, cette date-là, parce qu'on ne peut pas changer la date. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc je rappelle là, j'ai dit, en fait, tu sais, tu vas avoir un Oscar d'honneur. Ah bon? Tu crois? Je dis, bah oui, là, je crois que ça y est, c'est bon, tu vas l'avoir. Mais pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'on se retrouve là-bas, bon, je vous épargne la soirée qui était quand même assez dingo, mais il y a eu un moment, elle a fait un discours extrêmement engagé, elle était évidemment présentée par Angelina Jolie, donc c'était chic, et puis d'un seul coup, il y avait quand même 600 personnes dans la salle, tous les gens du métier, parce que là-bas, cette soirée-là est vraiment beaucoup plus importante que la cérémonie des Oscars où il y a des prix, parce qu'en fait, cette soirée-là, c'est vraiment les pairs qui sont là, c'est-à-dire pairs au sens des gens de la profession. Et elle fait un discours engagé, et d'un seul coup, elle dit, mais il y a que des femmes qui m'ont présenté et tout ça, mais est-ce qu'il y a des hommes dans cette salle? Est-ce qu'il y a des hommes qui m'aiment dans cette salle? Et moi, je me dis, oh, on avait répété le discours quand même, je me suis dit, est-ce qu'elle va le sortir ou pas? Et je me dis, bon, elle l'a dit. Et là, je me retourne, et je vois Tom Hanks qui se jette en l'air. I love you! Steven Spielberg, mi, comme ça. Je me dis, oh, bon, d'accord, ça va. Il y a quelques mecs qui l'aiment dans la salle. Tout ça se passe, on boit beaucoup et tout. Agnès boit pas. Et puis à la fin du dîner, tout le monde vient la voir, la féliciter et ça. Et il y a Spielberg qui vient et qui lui dit, écoute, j'ai revu Les Glaneurs et la Glaneuse il y a 3 jours. Hier, j'ai revu Vagabond. Je suis là, mais il est sérieux le mec. Il me dit, tu veux que je te dise, tu es tellement libre, ton cinéma, non seulement je connais tout par cœur, mais je ne sais pas le faire. Elle le regarde comme ça et elle répond, oui mais moi je ne sais pas faire le tien. Et là on est parti dans un éclat de rire qui a fait notre soirée. Et celui-là, il a pris dans les bras, il a dit, oui je sais, mais moi c'est plus facile parce que j'ai beaucoup d'argent, beaucoup de techniciens, et toi, tu as cette liberté qui n'a pas de prix. Et ça, je me suis dit, waouh, ouais, ça c'était beau, quoi. C'était beau. Il lui a dit, tu sais, voilà, toi tu as ce parcours si extraordinaire que personne ne peut t'acheter, et moi, les studios m'ont acheté. Et j'ai fait des films libres, avec des sujets très engagés, parce qu'il a fait aussi du cinéma engagé, mais j'ai trouvé que c'était vraiment, je trouvais que ça résumait bien aussi son parcours. C'est-à-dire de dire, oui, cette liberté, elle a aussi un prix. Hein. Évidemment, bien sûr qu'elle a un prix, cette liberté de dire, je fais un moyen métrage de 30 minutes sur une sensation, une impression, cette pièce cuisine. Moi, j'adore ce film, mais franchement, on ne le vend jamais. On le loue dans des rétrospectives 4 fois par an. Vous voyez, c'est pas avec ça qu'on peut gagner de l'argent, faire tourner une boîte. Et cette liberté-là, si vous voulez, elle a forgé quand même l'admiration aussi des metteurs en scène, hommes et femmes, qui ont fait un cinéma. C'est comme si elle avait réussi à atteindre un idéal que d'autres n'ont pas réussi à atteindre. Alors, en tous les cas, elle l'a peut-être pas atteint, mais en tous les cas, disons qu'elle a eu la possibilité de faire ses choix de liberté, de faire un film qui coûte de l'argent, qui ne ramène rien, qui ne peut pas être vendu parce que c'est un format qui ne se vend pas, sur un sujet qui ne se vend pas, financé à peu près par un diffuseur une fois et encore prenant des risques. Et elle l'a produit elle-même, évidemment, parce que quel producteur va produire un film qu'on ne peut pas vendre? Moi, je veux bien, mais c'est quand même compliqué, vous voyez. Donc, de temps en temps, des producteurs peuvent se permettre de perdre un peu d'argent sur des films et en gagner sur d'autres. C'est ça qui fait la vie d'un producteur. Elle n'est faite que d'espérer un succès tous les 2-3 ans pour renflouer ce qu'ils ont perdu. Je veux dire, les producteurs qui produisent du cinéma d'auteur, il ne faut pas croire que c'est facile. Hein. Non, pas du tout. Donc, cette conversation avec Spielberg que je vous raconte à peu près dans les mots qui ont été dits, hein, mais à peu près, je me suis dit en moi-même après, au fond, oui, c'est ça. C'est-à-dire, ce qui fait sa particularité
dans sa vie de cinéaste, puisqu'après elle a fait aussi des installations et elle a puisé dans sa vie de cinéaste pour créer des installations d'art contemporain, c'est quand même cette liberté. Et de passer du documentaire au court-métrage, au long-métrage. Visage-Village, vraiment, quand elle a rencontré JR, ils m'ont dit, on veut faire un court-métrage ensemble. J'ai été chercher Canal+, j'ai dit, ok, allez, donnez-moi de l'argent pour un court-métrage. Bon. Après, elle a dit, ben non, ça va pas être un court-métrage. Il faudrait mieux que tu ailles chercher un peu plus d'argent parce que je pense qu'on va faire autre chose. Bon, d'accord, on va chercher pour autre chose qu'on ne sait pas, on ne connaît pas la longueur, on ne sait pas ce que ça va être comme format, c'est pour la télé, oui, ça va peut-être pour la télé. C'est ce qu'elle dit sur l'écriture du scénario et même des dialogues. Voilà, et en fait, ce qu'elle raconte là, elle l'a vraiment mis en pratique. Et quand elle rencontrait des étudiants de cinéma, elle disait toujours, non mais attendez, arrêtez d'aller dans les écoles, de faire des éclases de mise en scène, ça n'existe pas, c'est pas là où on apprend la mise en scène. Faites une filière technique. Montage, chef opérateur, son, faites de la technique. Et des fois les étudiants disaient, oui mais enfin je suis dans une école, je suis en 2e année, j'ai encore 2 ans à tirer. Ouais, bon, prends ta caméra, débrouille-toi, va faire des films, sors de ton école, pratique, filme. Ça, franchement, honnêtement, je me dis, quand je l'entends là, elle le dit déjà. Ça se transmet tout de suite. Ouais, elle le dit déjà. Elle le dit déjà. Et elle a continué toujours à le dire. Et elle a toujours dit, la technique permet d'arriver à la mise en scène. Le contraire est faux. Ce n'est pas vrai. Elle pensait, je ne sais pas ce que j'en pense moi, parce que ce n'est pas mon sujet. Elle ne pensait pas que la mise en scène s'apprenait dans une école. Elle pensait qu'une école apprenait de la technique et qu'après, la curiosité ou des cursus différents, que ça soit peut-être, je ne sais pas, les Beaux-Arts, l'école du Louvre, ou de voir du cinéma. Ce qu'elle dit sur la peinture, par exemple, c'est hyper intéressant. Mais la peinture, on est arrivé dans une ville, première visite, c'était un musée. Hein. Voilà, donc, et même jusqu'à la fin de sa vie, quand elle était malade, même malade, hein, je l'emmenais, on allait à New York, malade avec sa bouteille d'oxygène, et quand elle avait besoin, je l'emmenais au musée, et même à la fin, on rigolait, parce que je disais, bon écoute, c'est trop fatigant là. Enfin, mets-moi dans une petite chaise là, comme une handicapée, c'est très bien, comme ça tu m'emmènes, on va voir les tableaux que je veux voir. Ben, vous voyez, moi, franchement, j'étais assez admiratrice quand même de cette énergie, de cette curiosité et de cette énergie. Et que finalement, ce que je voudrais retenir d'elle, c'est ça. Et si on peut transmettre quelque chose de son parcours, moi je dirais que c'est de garder ce désir, quoi, de cette curiosité, de vouloir partager des émotions et ce qu'elle dit sur le cinéma, de donner le désir de voir, le désir de sentir, le désir de... Voilà, et que quand elle dit il y a des films qui sont des vitrines, on les regarde, bah, elle a tellement raison, quoi. Et que... Mais quand tu parles de la reconnaissance de son travail et de son œuvre, je pense que dans le temps, oui. La reconnaissance augmente. Mais alors, elle augmente tellement. Elle monte en force parce qu'il y a ce besoin dont on est privé de voir avec l'intelligence aussi, comme dans Le Petit Prince, de voir avec le cœur. Oui, mais c'est surtout que son œuvre est d'une modernité. Et finalement, elle ne vieillit pas. C'est-à-dire qu'on peut regarder Le Bonheur aujourd'hui. La question qu'elle pose aujourd'hui, c'est elle est la même. Est-ce que l'amour s'ajoute ou pas? Est-ce qu'on peut aimer 2 personnes en même temps sans pour autant dire qu'il y en a une des 2 qu'on n'aime pas? Est-ce que ça c'est possible? Bah, je pense pas que c'est une question qu'on ait résolue. Hein. Donc en fait c'est d'une modernité totale. Alors après oui, ça se passe. Elle la situe en banlieue, au moment où la banlieue commençait à se construire, où il y avait comme ça ces zones pavillonnaires avec les petites maisons des ouvriers, des artisans et tout ça. Bon, après oui, elle rajoute l'époque. Le sujet, il est toujours là. Et, voilà. Et le sujet d'une chante pas. Là, elle est méchante avec elle-même quand elle dit qu'elle trouve que le film est pas très intéressant sur sa construction. Sur l'une chante, moi je suis pas d'accord avec elle parce que je trouve que justement la construction elle est vachement maligne.
bon, bah, 1000 sujets de l'une chante, tout régresse, l'accès à la contraception régresse, l'accès à l'avortement régresse, même dans notre pays. Moi, je travaille quand je peux avec la Fondation des femmes qui font un travail extraordinaire. Je veux dire, c'est pas gagné encore, ça sera jamais acquis. Donc là, on parle d'un film de 76. Et bon, on est en 2022. Et finalement, le sujet qui est la sororité qu'on appelle maintenant, c'est l'amitié entre les êtres humains. Donc on dit sororité parce que c'est deux femmes, mais qui ont des parcours différents. Et elle raconte dans l'histoire une femme qui laisse son enfant et qui part pour continuer sa vie. Ça, aujourd'hui, franchement, il n'y a pas beaucoup de films qui racontent ça. Hein? Donc finalement, même un film de 76 aujourd'hui, où elle raconte quand même qu'on a le droit d'avoir un début de vie difficile, mais on a le droit aussi de s'en sortir, et on a le droit aussi d'être heureuse, et on a le droit d'avoir des parcours différents, on a le droit d'avoir envie d'avoir des enfants ou pas, de ne pas forcément tout subir, de se reconstruire. Franchement, je trouve que c'est un film, vous voyez, que moi j'ai beaucoup montré à des jeunes femmes, et même mes belles-filles, hein, j'ai 3 belles-filles, elles adorent ce film. Elles adorent ce film, et elles trouvent ce film, ça leur parle. Et elles ont 25 ans, 30 ans. Et là, si vous voulez, c'est pour ça que je trouve que, là où tu as raison, c'est que je pense que son œuvre va traverser un peu les générations et va continuer d'être montrée, et d'être vue, et d'être débattue, et d'être étudiée. C'est que, même dans ces films de fiction, finalement, elle aborde des sujets qui existent encore et qui intéressent encore les jeunes générations. Parce que la question, c'est ça. Vous voyez, il y a des films qui ont été des metteurs en scène, hommes ou femmes, hein, qui ont fait des films qui sont intéressants. Mais ils n'arrivent pas à traverser les années et ça diminue, quoi. Ça diminue et on les voit presque plus. C'est en ça que pour moi, c'est vraiment presque un manifeste, sa parole. Parce qu'elle défend essentiellement cette liberté dont tu parles, qui est le sens de son mouvement. Elle parle de frémissement à un moment, elle parle de mémoire. Mais on n'apprend pas la liberté dans les écoles, excusez-moi de dire ça. Et je ne pense pas non plus qu'on apprenne la liberté dans les écoles de cinéma. Là, si on va plus loin dans ce que je vois moi, c'est que même l'éducation à l'image reste quand même un sujet aujourd'hui qui va être un sujet de société qui est de plus en plus important. Absolument. Comment décrire une image, comment décrypter une image, et voilà. Bon. Alors Agnès, elle s'est vraiment intéressée aux documentaires, aux anonymes, avec tout ce qu'on sait, mais ce qu'elle évoque aussi, cette liberté quand elle parle de ça, je pense pour moi ça me retentit dans mes oreilles aujourd'hui, sur la liberté aussi de ne pas regarder des trucs cons, quoi. Ouais, mais ça on le dit comme ça, mais c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que l'éducation à l'image et l'éducation tout court nous permet justement de faire un choix et en tous les cas d'aider les autres à regarder des choses intéressantes. Moi j'adore regarder un James Bond, hein, aussi de temps en temps, l'un n'empêche pas l'autre. Mais ce que je veux dire c'est Agnès elle adore Tom Cruise et Mission Impossible, hein. Elle adorait ça, elle dit oh Tom Cruise il est vachement bien, t'as vu, il est super, il fait tout super bien, ses cascades lui-même, etc. Elle dit regarde ce plan séquence tourné par John Woo, comme il est bien, etc. Donc vous voyez, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas regarder un autre cinéma, mais c'est aussi savoir ce qu'elle dit entre la vitrine et rentrer dans la maison d'un film. Voilà. La maison d'un film, c'est des émotions, c'est quelque chose qui va vous rester, qui va vous bouger un peu à peut-être aller voir autre chose, lire autre chose, écouter, regarder autrement. Moi, elle m'a appris ça. D'ailleurs, quand elle décrit la différence entre la vitrine et la maison. Elle a totalement raison. Moi, elle m'a amené ça, ma mère. Ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi ce qu'elle m'a transmis. Ce que je suis aujourd'hui, et si je suis capable de travailler sur les archives, d'être confrontée à travailler sur elle, sur ses photos, sur ses films tous les jours de ma vie, et sur ce Jack,
il faut que je les tête comme elle, hein, avec des petites cases dans tous les sens. Et voilà, parce qu'autrement, oui, on ne peut pas. Mais ce que je dis, on ne peut pas. Elle a raison de dire qu'il faut un esprit un peu. Un metteur en scène doit être très structuré pour pouvoir justement gérer ses propres émotions. Et Jackie, elle a besoin de. Et alors vous avez un appareil photo qui est vraiment trop près. Ma mère serait là, vous seriez déjà au fond de la salle. C'est la fin. Ouais, mais... Courage. Est-ce que ça va? On a fini de toute façon, Jackie. On a fini. Oui, je crois qu'on peut applaudir Rosalie. La remercie beaucoup de nous avoir. Avec plaisir. Et applaudir Rosalie, la remercier beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette soirée. C'est en même temps très émouvant de voir Agnès, évidemment. C'est un sentiment profond qu'on a pour elle, de reconnaissance, d'admiration, vraiment profonde. Et moi, j'essaie de transmettre justement au public ce qu'on a pu connaître d'Agnès et l'engouement qu'on a eu pour son cinéma. Et voilà, donc je vous invite, alors j'en profite pour vous dire que le Festival de films de femmes de Créteil va démarrer le 11 mars prochain à Créteil, du 11 au 20 mars, et qu'il y aura une soirée de clôture ici même, le 20 mars au soir. Voilà. Donc si vous avez envie de nous connaître, ou si vous nous connaissez déjà, nous revenons en salle, parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu faire ce festival, et donc on est très très contente. Notre équipe est là ce soir, et voilà, on est ravis que vous soyez au rendez-vous. Oui, alors, le livre qui est consacré à Agnès est en vente à la sortie. C'est une très très jolie revue, Eclipse. Et donc je vous invite à la feuilleter, à aller voir et à garder un bon souvenir de cette soirée où on a appris beaucoup de choses qu'on ne savait pas et qui sont un témoignage que Rosalie nous a offert, et merci beaucoup pour ce moment.